Vous êtes sur Aligre FM 93.1, c'est Petite Compagnie. Donc Elsa, parlez un petit peu d'euphémisme. Qu'est-ce qu'on peut dire en fait? De quoi ça parle cette pièce? J'ai lu un livre qui s'appelle Mot à mot, M-O-T-S-A-M-A-U-X, en 98, donc il y a 10 ans, voilà, un peu plus. Voilà. C'est un livre de Sylvie Tissot, qui est sociologue, et Pierre Thévagnan, qui est philosophe, et qui parle en fait des discours sur la migration. C'est une sorte d'abécédaire, de dictionnaire, où ils expliquent, il y a un glossaire qui est assez effrayant, voilà. Et en fait, en le lisant, ce livre, il y a deux choses qui me sont arrivées. La première, c'est que je me suis dit, tiens, mais est-ce que moi, je ne serais pas en train aussi d'employer certaines expressions, presque malgré moi, sans réellement me rendre compte de ce que je suis en train de dire. Ça s'appelle euphémisme, hein, la pièce. Et puis, ce qui m'est arrivé aussi, c'est que très très rapidement, au bout de la 2e ou 3e page, un plateau est apparu dans la tête, avec des personnages, avec des scènes. Et voilà, à la fin du livre, j'avais 6 heures de spectacle, 14 personnages, et une volonté qui ne s'est jamais tarie de monter ce spectacle. Alors de quoi ça parle exactement? Effectivement, c'est comment la langue politique et comment les euphémismes qui sont dans cette langue nous traversent, laissent leurs traces, mettent des empreintes partout, et comment ça ressort chez chacun en fait, et moi en premier évidemment. Alors c'est quoi? C'est euphémisme très basiquement, le dire qu'on dit reconduite à la frontière, au lieu de dire qu'on expulse quelqu'un en le bâillonnant. Et voilà, c'est très basiquement c'est ça. On fait le tour un peu de comment les politiques d'immigration sont présentées, acceptées, avec quel outil rhétorique. Ces discours politiques qu'on ne veut plus entendre, qu'on entend à la radio par exemple, ou à la télévision, on les entend, ils parlent, et il y a une sorte de mécanique de la sourde oreille qui se met en place, et à force d'entendre toujours la même chose, on les écoute plus, éventuellement on peut même les répéter. En tout cas, on peut être traversé soi par ça, et ça peut ressortir différemment, et notamment par un racisme qui échappe à personne, je pense. Ni de le subir évidemment, mais ni de le ressentir aussi. Donc j'ai décidé de faire un montage de citations d'hommes politiques, d'intellectuels entre guillemets de gauche, des années 98. Ça se passe exactement au moment de la loi Chevènement. Ouais. C'est-à-dire que ça se passe exactement la dernière fois que la gauche a été au pouvoir. Ça se passe à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait que, quelques années plus tard, Monsieur Le Pen est passé au premier tour des présidentielles? Mais cela dit, c'est pas seulement, c'est pas une pièce historique, c'est pas une reconstitution historique. Non, mais ça peut être un point de départ, en tout cas. C'est complètement un point de départ, et c'est complètement le point de départ de ma colère. Donc c'est vraiment le point de départ d'une colère qui est toujours présente, enfin, et qui est pire. Les politiques d'immigration actuelles sont d'autant plus perceptibles, et l'écho est très très fort par rapport à là où on en est aujourd'hui. C'est une montée en puissance, ça se passe en 5 journées, évidemment on a cette avancée pas à pas, mot à mot, du microfascisme qui ambiant, voilà. Avec des personnages justement qui représentent aussi nous. Voilà, mais toutes les franges, c'est-à-dire l'homme politique de gauche, la femme politique de droite, les nains qui peuvent être considérés comme des journalistes ou des penseurs. C'est des citations enfin, c'est ce qu'on appelle les chiens de garde, quoi, en fait. C'est vraiment des penseurs de gauche qui ou là aussi, qui partent à droite et qui traversent le plateau à un moment donné, mais c'est des figures, c'est un homme politique, c'est une femme politique de droite, homme politique de gauche, les nains, Marianne. C'est vraiment comment faire réentendre la parole publique sur un plateau, et c'est extraordinairement efficace. C'est-à-dire que on a beaucoup travaillé pour pas être dans la caricature du discours politique, pour pas être dans les guignols, pour pas être là-dedans, pour que vraiment les acteurs aussi ressentent cette parole-là. Et en répétition, il y a eu des moments extrêmement forts où les acteurs jouant les politiques étaient bouleversés, parce que tout d'un coup, ça veut dire quoi si on les dit vraiment, ces mots? Si on dit vraiment des choses, si on dit vraiment ce sont de grandes familles, voire des tribus, en parlant des Africains, qu'est-ce que ça veut dire de dire vraiment ça sérieusement? Parce que ça aussi, c'est le danger.
les politiques ont une rhétorique, voilà, ils s'amusent, ils sont extrêmement forts. Donc nous, on se dit, ah, c'est très drôle, ils rigolent. Voilà, et ça peut même nous faire rire aussi. Et je dis pas que j'en passe pas par là, sinon j'écrirais pas ça, évidemment. Mais qu'est-ce que ça veut dire si on les dit vraiment? Et quand on les entend vraiment, bien sûr que ça fait rire aussi, mais pas seulement. Et puis c'est pas le même rire surtout. Et en parallèle à ça, évidemment, la traversée d'euphémisme, c'est qu'il y a un trio. Il y a Monsieur Ça va pas non, les lecteurs parfaits et l'homme noir, qui sont eux aussi des figures. Et là, par contre, il n'y a absolument aucune citation. C'est que mon écriture, parce que les autres, ce ne sont que des citations exclusivement. Et eux ils sont là sur leur banc public et ils discutent. Ils sont réactifs au discours. Et c'est eux les témoins de comment cette parole-là nous atteint et comment ce lien qu'ils ont, le lien social évidemment, voilà, comment ça se... Le lien et les différences. Voilà, comment ça se construit et comment ça se déconstruit. Et comment tout d'un coup, 3 personnes qui parlent sur un banc, ça peut terminer mal, même si justement ils sont dans une grande tendresse à la base, les uns pour les autres. Et encore une fois, on n'est pas du tout dans quelque chose de psychologique, hein. On est vraiment, pour moi, dans le théâtre de la parole. Alors bien sûr que ça traverse l'intime, mais pas le privé. C'est-à-dire comment soit on est atteint par le racisme aussi, et comment on essaie d'en sortir, et qu'est-ce qu'on traverse, et comment soit on subit le racisme, et comment soit et là je parle de l'homme noir évidemment, comment on perçoit la violence, comment on la gère, hein, et comment tout d'un coup on peut se mettre debout, et pas passer de victime à bourreau, mais être responsable de son propre combat. Et ça, c'est... Donc voilà, ils sont 3. Il y en a un qui va tout d'un coup se dire, pour pouvoir combattre, il faut déjà accepter que je ne suis pas l'égal de l'autre. Voilà. Ils ont chacun un parcours. Il y en a un qui va évidemment sombrer dans le fascisme, puisque nous sommes dans une démonstration, au sens un peu de Brecht, quoi. Hein. On est dans une démonstration, donc lui, voilà ce qu'il va traverser, mais en fait, fascisme, c'est pas vraiment ça, puis c'est une connotation historique, mais en tout cas, il s'engloutit lui-même dans son racisme. Il est englouti, son identité aussi, à lui englouti dans son racisme, et il finit fou. Enfin, voilà, suspense, voilà. Il faut venir voir la pièce. Mon Dieu. Et un qui est Monsieur Ça va pas non, qui est celui qui est sorte d'éthnologiste, voilà, qui résiste, qui lui aussi est traversé par tout ça, évidemment, qui dit non. Est-ce que finalement, c'est pas le personnage qui épouse ton point de vue sur tout ce qui est dit dans la pièce, de tous les côtés? Alors... Oui, bien sûr, parce que c'est Monsieur Ça va pas non, parce qu'il est blanc, parce que moi je suis blanche, parce que c'est une histoire de génération aussi, hein, c'est-à-dire que les acteurs ont à peu près l'âge que moi j'avais en 98, c'est-à-dire à peu près 10 ans de moins que moi, mais pas vraiment, hein, on se balade. Mais c'est important, effectivement, parce que moi je suis d'une génération où on est né dans une sorte enfin c'est la génération Mitterrand, donc on a la crise, le chômage, etc., une sorte d'impuissance politique. Et une sorte même d'obscénité quand à 20 ans, 22 ans en ce qui me concerne, c'est-à-dire ça paraissait obscène, quoi. Ça paraissait obscène de pouvoir éventuellement avoir une pensée, alors je dirais pas révolutionnaire, mais en tout cas au moins sociale. Voilà. Et c'est surtout à ça en fait que je pourrais me rapprocher de M. Apanon, c'est-à-dire que c'est se dire, est-ce qu'on peut essayer de refaire de la politique à un moment donné, ou est-ce que c'est vraiment interdit? Voilà. Et de comment passer d'une colère brute à quelque chose qui se précise. Parce que ce qui est important, je crois, c'est de dire que ce qui peut bloquer la pensée politique ou l'action politique, c'est un espèce de gloubi-boulga dans lequel, et ça les politiques sont extrêmement forts pour nous le faire partager, hein, et nous mettre dessus comme une grosse mélasse, où on ne sait plus qui dit quoi, justement. Du coup, on ne sait pas où agir. On ne sait pas pourquoi agir, à la rigueur, on le sait. Je pense que tout le monde est traversé par une colère et une pensée. Et je pense que c'est le début de la pensée politique, la colère, justement. Et qu'on est dans une génération où la colère est interdite. Alors que nous, la colère, c'est le début de la pensée politique. Après, il faut pouvoir préciser les choses. Et pour préciser les choses, il faut avoir certains outils. Le langage en est un. Décrypter le langage en est un. Savoir ce qu'il y a derrière le langage politique.
Là, c'est déjà une action politique. Ça, effectivement, c'est mon parcours, d'accepter petit à petit, de se dire, ok, on va faire le plat, on va voir ce qui se dit. Là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit que c'est possible de faire de la politique. On s'aperçoit que c'est possible, que c'est pas complètement débile et que c'est pas, et surtout que c'est un peu urgent. Voilà. Mais ça, à part ça, l'électeur parfait et l'homme noir, je m'y retrouve complètement. De toute façon, c'est mon écriture. Voilà, il y a donc l'électeur parfait. Oui, moi, je l'ai fait le travail de se dire, ok, jusqu'où ça va là, et comment moi je peux être raciste, et comment moi et la folie aussi, la folie de juste, c'est pas forcément parce qu'il est noir à côté. C'est aussi le rapport à l'autre. Comment moi je veux fusionner avec l'autre pour être complètement rassuré, et comment moi je veux pas non plus complètement fusionner avec l'autre, parce que si je fusionne avec l'autre, et ben moi j'existe plus non plus et je veux ma place à moi pour moi toute seule qui est à moi. Voilà, il est dans ce vertige là, et ça c'est dans tous les rapports humains, c'est pas seulement dans un rapport où il y a voilà, et social, mais même dans le rapport amoureux aussi. Donc c'est ce truc de comment réussir à trouver la place du tiers. Comment réussir à faire qu'il y ait une tierce personne, qui est en fait finalement la relation entre deux personnes. Et si on faut faire des choix, quoi, il faut savoir renoncer. Et puis l'homme noir, évidemment, que je m'y retrouve complètement. Et c'est vraiment comment on peut chacun, même à l'école, moi je me souviens d'avoir eu des moments où j'étais extrêmement malheureuse parce que j'arrivais pas à m'intégrer. Voilà, je l'ai dit le mot, l'intégration. Comment on fait pour s'intégrer? C'est exactement, bien sûr, et sauf que la différence, je suis blanche, une société de blancs, et que en plus de cette difficulté à s'intégrer, je n'ai pas non plus à subir socialement, quotidiennement et dramatiquement quand il s'agit de séparer des familles, etc. Le fait, effectivement, de ne pas être comme les autres. Voilà. Mais ils sont tous les trois dans mon espace mental et dans mon écriture et voilà.